Développé à partir du milieu des années 20 et manufacturé à partir de 1935, ce pistolet en partie développé par John Browning puis Dieudonné Sève se révélera être une des armes incontournables du XXe siècle. On ne présente plus John Browning, c'est un des armuriers les plus connus au monde, avec une très grande quantité de brevets à son nom. Celui qui nous intéresse ici, c'est pour un pistolet qu'il développe à partir de 1894. C'est un pistolet fonctionnant par emprunt de gaz, opérant de manière similaire à la mitrailleuse modèle 1895. Ce pistolet utilise d'ailleurs une munition de calibre 38 qui servira de base au 380 ACP. Ce pistolet n'ira finalement nulle part, mais il s'agit du premier pistolet automatique de John Browning. En décembre 1897, il entame l'enregistrement d'un brevet pour un design de pistolet, cette fois-ci fonctionnant par simple recul. Il utilise une munition de calibre 7,65 mm. Cette munition deviendra le 32 ACP, ACP pour Colt Automatic Pistol. Ce brevet est finalement accordé en 1899. Browning n'avait à ce moment pas de distributeur sur le continent européen. Seulement le marché américain n'avait pas de grands intérêts pour un pistolet automatique de petit calibre. Que ce soit militairement ou sur le marché civil, une munition d'un calibre inférieur à 38, soit 9 mm, n'allait probablement pas intéresser grand monde. Le distributeur européen que Browning va choisir, c'est FN Herstal en Belgique. Ce pistolet deviendra éventuellement le modèle 1899, adopté par l'armée belge sous la forme du FN 1900. Ces pistolets seront produits à 724 500 exemplaires jusqu'en 1911. Cette arme, qui se montra très populaire sur le marché civil, est aussi le tout premier pistolet de série à utiliser une glissière, un élément que l'on retrouvera sur la quasi-totalité des pistolets modernes. Par la suite, Browning mettra au point de nombreux pistolets comme les FN 1903 ou 1910, et bien évidemment le Colt 1911, une des armes de poing les plus célèbres, toujours très populaire aujourd'hui. Durant la Première Guerre mondiale, la France n'a jamais vraiment produit ses propres pistolets automatiques. La majorité des armes de poing disponibles à ce moment étaient sous la forme de revolvers. La France achètera de nombreux pistolets à l'étranger, le meilleur exemple sont les pistolets type Ruby. Mais d'autres pistolets seront aussi mis en service, par exemple des Colt 1911 souvent distribués aux équipages de blindés. Suite au retour des combats sur la guerre de 14-18, en mai 1921, l'armée française met en place un cahier des charges pour un pistolet automatique. Il devait chambrer une munition de 9 mm, probablement le 9 mm Parabellum, avoir un canon d'une longueur de 20 cm environ, peser moins d'1 kg à vide, disposer d'une mire réglable jusqu'à 600 mètres, et pouvant utiliser une crosse. Le point déterminant dans ce cahier des charges est que la capacité du magasin devait être d'entre 10 et 15 coups. L'armée française contacte FN pour développer un pistolet qui remplirait ses demandes. Deux personnes vont principalement travailler dessus, John Browning et Dieudonné Sève. Ce dernier sera d'ailleurs impliqué dans le développement du FN49 et FN FAL. C'est lui qui va développer un chargeur double colonne de 15 coups. Ce chargeur sera présenté à John Browning et il l'emportera avec lui aux États-Unis. Travaillant avec son frère Edward, John Browning va produire deux prototypes, un avec un canon fixe et un deuxième avec un canon basculant à la manière d'un Colt 1911. Ces deux armes sont construites autour de ce chargeur de 15 coups. Ces deux prototypes sont démontrés à Colt, mais comme attendu, la compagnie n'est pas intéressée à les produire. C'est Val Browning, le fils de John Browning, qui à cette époque habite Liège, et c'est lui qui va présenter les prototypes à FN. C'est là-bas que le développement de cette arme va continuer. Le pistolet modèle 1922 est envoyé au test de l'armée française, où il montre des performances raisonnables malgré un poids trop élevé et la non-présence d'un chien externe. Dieudonné Sève va y apporter les changements demandés en 1923. Le design est de plus simplifié, avec de nombreuses pièces utilisant plusieurs fonctions,
rendant l'arme simple dans son désassemblage ou fonctionnement. En 1925, ce pistolet est retesté par la France, avec en conclusion une arme toujours trop lourde et trop complexe. La Marine nationale se rajoute à l'équation, et ces pistolets doivent maintenant avoir une finition anti-corrosion. La capacité du magasin passe de 15 à 13 coups, pour régler des problèmes de surpoids et de fiabilité. Le second élément jugé inutile d'après l'armée française, c'est la hausse graduée. Cet élément sera lui aussi retiré. Avec la continuation des tests, les nouvelles spécifications pour ce pistolet sont connues sous le nom grand rendement ou grande puissance, en anglais high power. À partir de 1927-1928, ce nom devient officiel. Les noms Browning 1928, GP ou encore Browning-Sev High Power sont parfois aussi employés. Il est de plus souvent dit que le High Power serait une simplification du Colt 1911, mais la réalité est différente, sachant que les droits du 1911 appartenaient encore à Colt. Certaines pièces ne pouvaient pas être recopiées jusqu'à expiration du brevet. Browning entretiendra de bonnes relations avec FN jusqu'à sa mort en 1926. À partir de là, Dieudonné Sève reprendra le développement de l'arme. FN va donc attendre la signature d'un contrat militaire avant de lancer la production de pistolets à grande échelle. Cependant, cette option est à risque, puisque lancer la production d'une nouvelle arme est cher, et le High Power n'est pas vraiment non plus un pistolet bon marché. De plus, cette arme n'utilise qu'une seule munition, le 9 mm Parabellum, une munition qui n'est toujours pas vraiment universelle à l'époque en Europe. En 1931, le pistolet commence plus ou moins à prendre sa forme finale, et en 1934, deux variantes du High Power sont disponibles sur le marché. Une avec une hausse réglable de 50 à 1000 mètres, mais sera sur la plupart des exemplaires réduit à 500 mètres, et une seconde variante sans hausse réglable. L'armée française perdra progressivement de l'intérêt pour leurs pistolets grand rendement. C'est un design étranger et n'utilisant pas la munition de 7,65 long, qui vient récemment d'être adoptée, et la France fera le choix des pistolets modèles 1935A et 1935S. Le pistolet n'est pas montré au marché américain, mais avec l'augmentation des tensions en Europe, il y avait bon potentiel pour que au moins une des armées européennes s'intéresse au high power. En prévision, le pistolet peut être adapté en plusieurs types de mires ou éléments esthétiques sans grosse variation de prix. Un premier contrat de 1000 pistolets high power est rapidement signé par l'armée belge pour les essais de troupes. La principale modification apportée sera la forme du port d'éjection, passant d'une forme ovale à une forme plus rectangulaire. Et sera aussi recommandée une sorte de sécurité pour éviter des pertes accidentelles de chargeurs. Le premier contrat suivant l'adoption est de 10 000 exemplaires. Dans le but d'optimiser le tir avec ce type d'arme, des crosses détachables pour pistolets étaient souvent développées. Beaucoup de pistolets assez emblématiques du début du XXe siècle pouvaient recevoir une crosse, avec comme meilleur exemple les C96 et P08. À la suite des essais de l'armée belge, certains GP35 pour l'armée belge recevront une crosse en bois liée à un étui en cuir. Typiquement, ces crosses étaient prévues pour être utilisées avec les exemplaires à hausse réglable. Ils sont destinés à être distribués aux officiers, sous-officiers et troupes de seconde ligne. En plus de la Belgique, le Pérou et le Paraguay auraient aussi acheté quelques exemplaires de High Power autour de 1935. Par la suite, FNR Stahl recevra des commandes venant de la Chine, la Lituanie et l'Estonie l'adopteront, l'armée suédoise en commandera 1 millier, et durant la guerre d'hiver, la Finlande en achètera environ 2400, avec crosse détachable, et seront surtout appréciés pour leur robustesse, pouvant accepter les munitions destinées aux pistolets mitrailleurs KP-31. Il est aussi possible que ces pistolets aient été utilisés par la France au moment de l'invasion allemande, étant donné que des essais pour l'adoption avaient repris juste avant mai 1940. On pourra aussi remarquer que le développement du high power est aussi lié à de nombreux autres pistolets. Son magasin est fortement inspiré de celui du Savage 1907, mais c'est surtout le high power qui aura eu de l'influence sur d'autres pistolets, comme le MAB PA15 français, le Radom VIS 35 polonais, le Smith & Wesson modèle 59 américain ou encore le CZ75 tchèque. Au moment du déclenchement de la guerre, 56 500 pistolets ont été produits. Après la défaite de la Belgique, l'Allemagne occupe FN et la production du high power sera redémarrée par l'occupant sous la supervision de DWM.
Ces pistolets seront utilisés en nombre assez conséquent par l'Allemagne sous le nom P640B, en particulier par les Fallschirmjäger ou la Waffen-SS. Au total, 320 000 high power seront produits ou assemblés par l'occupant allemand. Les hausses réglables, les sécurités de magasin et les attaches pour crosse furent supprimés des exemplaires nouvellement fabriqués. Bien que les exemplaires sous service allemand peuvent posséder ces éléments, si certaines pièces proviennent de stocks déjà produits avant mai 1940. Les high power ne seront évidemment pas les seules armes fabriquées à FN sous l'occupation, puisque seront aussi produites des pièces de P-38, notamment des glissières, ou des munitions de 6x55 à destination de la Suède. De plus, les travailleurs de l'usine ne montraient pas souvent beaucoup d'enthousiasme à travailler pour l'armée allemande, pouvant causer des nombres de production assez irréguliers, ou les pièces peut-être pas de la meilleure qualité. Dieudonné Sève parviendra quant à lui à s'exiler en Angleterre avant la capitulation belge. Le high power est donc une des rares armes produites et utilisées par les deux camps de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en plus de la Belgique, la compagnie John Inglis à Toronto au Canada produira aussi ses pistolets. Le 3 octobre 1938, Inglis avait signé un contrat pour produire 5000 mitrailleuses Bren pour l'armée britannique. Avec la signature successive de plusieurs contrats, Inglis fabriquera au total 27 000 mitrailleuses Bren. L'armée britannique va demander à Sève de reproduire les plans du high power pour les faire produire à la Royal Small Arms Factory Infield ou RSAF, mais cela se montrera sans issue. Comme cité précédemment, un grand consommateur de high power sera aussi la Chine. La République de Chine, à ce moment dirigée par Chiang Kai-shek, commande 5000 high power à la Belgique, une commande qui ne sera pas livrée à cause de l'occupation allemande. Cependant, la Chine était en grand besoin d'armes, puisqu'en guerre contre l'Empire japonais. Une délégation chinoise est envoyée au Canada pour faire produire des mitrailleuses légères Bren en 7,92 par 57 Mauser, la munition qu'ils utilisaient le plus. La Chine va finalement placer une commande à Inglis pour fabriquer les high power qu'ils voulaient tant, et seront livrés via le Canada's Mutual Aid Board, une sorte d'équivalent au Lend-Lease américain. Plusieurs gros noms de FN qui eux aussi étaient exilés en Grande-Bretagne vont donc aller à Toronto pour superviser la nouvelle ligne de production de ces pistolets. Pour simplifier, deux variantes vont y être majoritairement produites. Les numéros 1 avec encoche pour crosse détachable et hausse réglable, généralement destinés à la Chine, qui appréciait particulièrement les pistolets à crosse détachable. Les numéros 2 sont les variantes sans encoche et hausse fixe. Malgré beaucoup de problèmes commerciaux et administratifs, sur une commande totale d'environ 180 000 pistolets, seulement 43 760 seront envoyés à la Chine. La production au Canada va donc causer un regain d'intérêt envers ces armes, puisque l'armée canadienne s'intéressera à acquérir ces armes, et l'armée britannique pour le SOE, pour équiper ses agents en Europe, puisque le high power utilise la munition qui est aussi utilisée par les Allemands. Jusqu'à présent, les armées du Commonwealth utilisaient encore principalement des revolvers, typiquement en calibre 455 ou 38. Le Canada adopte le high power le 3 septembre 1944 pour une commande initiale de 17 500 exemplaires dont une partie était à la base destinée à la Chine. Passé mai 1945, 59 127 high power, soit 8 479 numéro 1 et 50 640 numéro 2 furent reçus pour l'armée canadienne. Le contrat stipulait la fin de la production chez Inglis au moment de la fin de la guerre, un contrat qui fut rempli. Au total, Inglis manufacturera 60 395 numéro 1 et 95 661 numéro 2. Le high power ne sera remplacé en service canadien qu'en 2017 par les SIG P226 et P225. Le 26 juillet 1944, l'armée britannique commande 100 pistolets chez Inglis, 20 d'entre eux sont des numéros 2. Suite au bon retour, le 26 novembre 1944, 20 000 numéros 2 sont commandés pour les troupes aéroportées. Ce qui d'ailleurs simplifie le système logistique, puisque les pistolets mitrailleurs Sten utilisent eux aussi le 9 mm Parabellum. Entre 1944 et la fin des années 50, l'armée britannique commandera des high power chez Inglis puis chez FN, et en 1964 sera adopté le L9A1, une variante spécifique pour l'armée britannique manufacturée chez FN. Il ne sera remplacé qu'en 2013 par le Glock 17. En plus des pays du Commonwealth, un très large nombre de pays l'utiliseront. Ils seront adoptés par exemple par le Danemark ou l'Irlande, et la France en utilisera en nombre limité durant les guerres d'Indochine et d'Algérie.
Là où beaucoup de pays occidentaux l'ont déjà remplacé, le High Power reste en service dans de nombreux autres pays du monde où il n'est pas jugé nécessaire à remplacer. L'Argentine, l'Inde, le Nigeria ou la Hongrie produiront des copies licenciées. Mais l'histoire du High Power ne s'arrête pas là, puisque le design continuera à évoluer. Le HPDA, DA pour double action, une évolution du High Power destinée à compléter dans le programme américain XM9, qui résultera en l'adoption du Beretta 92, appelé M9, fut marketé aux États-Unis sous le nom Browning High Power BDA pour Browning Double Action, et ne verra qu'un succès limité. La seule armée qui adoptera cette variante, c'est celle de la Finlande. En 1982 est introduite la variante Mark II, qui intègre une sécurité ambidextre ainsi que des modifications améliorant la fiabilité. La variante Mark III, introduite en 1989, inclura une sécurité supplémentaire au niveau du percuteur. Arrivé dans la seconde moitié du XXe siècle, le High Power sera progressivement intégré au marché civil, où l'on verra plusieurs variantes pour le tir sportif, avec notamment, pour ne citer qu'un élément, des mires ajustables. Dans le but d'intéresser au marché de la police aux États-Unis, le High Power sera aussi adapté à la munition de 40 Smith & Wesson, délivrant plus de puissance d'arrêt sans trop influencer le poids et dimension de l'arme. Introduite à partir de 1994, cette variante n'aura pas vraiment de succès. Certains exemplaires plus rares en 30 Luger ont aussi été proposés au marché civil, sans grand succès non plus. Passé 2017, le High Power n'est plus produit par FN, mais avec plus d'1 500 000 High Power produits, ils resteront encore en service pendant de nombreuses années. Le Browning High Power est la dernière arme que développera John Browning, et en plus d'être l'un des meilleurs pistolets de son époque, on peut raisonnablement dire que c'est une des armes les plus importantes du XXe siècle. C'est ce qui conclut cet épisode sur le Browning High Power. Je vous invite à rejoindre mon serveur Discord dans la description, et on se retrouve pour un prochain épisode.